remercier et vous encourager. Tous ensemble, décidons de chanter. Allez, Sochaux! Allez, Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble de 18h à 19h30, 20h. On va voir si on fait les prolongations ce soir ou pas, car il y a pas mal d'actu sportives. On va bien évidemment revenir sur la Coupe d'Europe avec le Racing Club de Strasbourg, notre club français en Europa League. On regardera aussi les résultats des barrages en Ligue des Champions et bien sûr l'Europa League comme je vous le disais à l'instant. On va s'intéresser à ce qui s'est passé en Ligue 1 ce week-end. Bon, une Ligue 1 un petit peu tronquée car il y aura encore des matchs cette semaine. On va bien évidemment s'intéresser à la Ligue 2 et à ce qui s'est passé du côté du Stade Bonal où on a pris, moi je vous le dis, personnellement j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre cette rencontre Sochaux-Nancy. Je pense que beaucoup de monde a pris le plaisir aussi. On va aussi s'intéresser à ce qui s'est passé en National 2 avec nos clubs comtois, Belfort et Jura Sud Foot. On s'intéressera aussi à la National 3 car c'était la deuxième journée ce week-end. On est allé voir deux matchs, le Besançon Football ici du côté du Stade du Rosemont et on était hier ce dimanche du côté de Roche. On vous en parlera un petit peu plus. On parlera handball car les championnats vont reprendre ce week-end. On finira sans doute par du basket. Bonsoir Arthur, comment ça va ? Salut Fred, ça va bien et toi ? Bah écoute, parfaitement bien, ça va, tout va bien. Donc, ce qui s'est passé, je vous donne tout de suite le résumé. Allez, on écoute tout de suite le résumé de Strasbourg contre Francfort. Victoire de Strasbourg, 1-0 et victoire très importante. Allez, vas-y ! Allez, débute ! Liénard ! Oh, c'est la plus belle occasion. Il faut être un tueur en Coupe d'Europe. Philippe Kostic. Et il va frapper, donc faut C'est suivre. fait, Philippe Kostic, Faut la parade. suivre, Faut bien suivre joué. Djikou. Bravo Djikou, La bravo. belle détente de Matsels. Allez, La patte gauche de Monsieur Caviar, Dimitri Liénard. Ce ballon. oui, C'est au fond. C'est encore lui. Le talisman du Racing. Kevin Zoe. Incroyable aventure que connaît ce Kevin Zoe. On va regarder, c'est un but en plus, vraiment, à l'instinct. Un but de renard des surfaces. Avec un premier ballon d'ailleurs touché par Paciencia. Et attention également à Rodeux qui vient de donner ce ballon à Dacosta. La première Matsels sur la frappe de Kamada. On l'avait dit, les 30 premières secondes déjà brûlantes. Kostic. Oh, il savait vite. Oh, ça va vite. pas de faute. Attention. Pas de faute. Kamada. Oh, encore une fois. Aïe. Cette fois, ce sont les joueurs de l'Eintracht qui réclament une main. Ça chauffe pour le Racing. Fini. Strasbourg s'est donné les moyens de croire à un avenir en Europa League avec ce succès contre Francfort. 1-0 grâce au but de Zoe à la 33e minute. Pour le Racing, le plus dur reste à faire malgré tout dans une semaine dans la brûlante Commerzbank Arena où on retrouvera Kevin Trapp. On est avec Alexandre Pep qui vient de nous rejoindre. Alexandre Pep, pour ceux qui ne connaissent pas, moi je pense que beaucoup le connaissent, c'est l'ancien entraîneur du Racing Besançon. Bonsoir Alexandre, comment vas-tu ? Bonsoir Frédéric, ça va très bien, merci. Bon, tu vas nous rejoindre un petit peu, suivant bien sûr ton emploi du temps cette saison, justement pour parler des matchs. Qui mieux que toi pour parler des matchs, pour parler en tout cas de l'actualité sportive ? Avec grand plaisir. Que fais-tu pour le moment ? C'est la question que tout le monde se pose. On va parler un petit peu de ton actu. Alors mon actu, elle est forcément moins chargée que lorsqu'on est en activité. Mais voilà, je regarde beaucoup de matchs, que ce soit dans les stades ou à la télé. Et
voilà, on fait un petit peu le bilan de ce qui s'est passé lors de ma dernière expérience d'entraîneur. Et puis, on fait aussi pas mal de sport pour s'entretenir. Il faut, c'est Et bien. exactement, et ça fait du bien à la tête. Et puis, on est dans l'attente de retrouver un challenge rapidement parce que le terrain me manque beaucoup. On comprend bien, on comprend bien. Alors là, on était en train de parler justement de l'Europa League, du parcours de ce que fait Strasbourg pour le moment face à Francfort. Ils ont gagné 1-0. Bon, la semaine prochaine, ils iront justement en Allemagne essayer de se qualifier. Ça va être une autre affaire. Qu'est-ce que tu penses justement du parcours de Strasbourg? Ben, je pense que Strasbourg avait déjà fait une très bonne saison l'année dernière. Leur aventure en Coupe de la Ligue, hein, c'est bien ça, Ouais, c'est ça. avait été très positive et ça leur a donné, je pense, beaucoup de confiance. Et aujourd'hui, le match aller qu'ils ont réalisé contre Francfort est très positif. Ils n'ont pas encaissé de but à domicile. Et là, j'ai vu qu'ils avaient fait mettre au repos leur équipe type hier contre Rennes. Et je pense qu'ils ont les moyens de se qualifier pour l'Europa League à Francfort, je pense. Et ils ont un bon gardien, hein, Matt Sels, hein, qui leur a sauvé 2-3 fois la baraque hein, quand même. Hein. Exactement, très bon gardien, très bonne équipe. Et je pense qu'ils ont un très très bon entraîneur. Thierry Laurey fait Oui. vraiment du bon travail depuis qu'il est arrivé à Strasbourg. Et puis, il avait déjà fait du bon travail avec le Gazelle et Ajaccio. Et c'est franchement un très bon entraîneur. Bon, bah là, tu me tends la perche. On va l'écouter, Thierry Laurey, parce qu'en conférence de presse, moi j'adore. On l'avait déjà reçu ici quand Strasbourg était encore en Ligue 2. Bah là, dans les conférences de presse, c'est quand même quelque chose. Qui marque un but, voilà, c'est aussi simple que ça. Et il l'a fait, vous vous rendez compte, il est con, il l'a fait. D'après vous, si je te titularise sur un barrage un joueur quel qu'il soit, c'est qu'on a quand même la vague impression qu'il peut nous apporter quelque chose, quoi. Et donc en fait, il a réussi d'être sur le corner, tant mieux pour nous. Mais on voulait qu'il apporte sa spontanéité, sa vivacité, ses enchaînements. Un garçon qui, je dirais qu'il fallait un facteur X sur ce match et c'était lui, quoi. Un garçon qui puisse surprendre et faire quelque chose que l'équipe adverse n'attend pas. C'était donc Thierry Laurey, toujours fidèle à lui-même lors des conférences de presse. On passe un bon moment à l'écouter, mais il y a aussi un joueur qui a crevé l'écran, et en plus un joueur franc-comtois, donc un petit peu de cocorico aussi également. C'est Dimitri Liénard qui a fait un gros match. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu, Arthur, le match. Si, j'ai vu le match, très beau match des Francs-Comtois. Et surtout, on a vu les capacités collectives et individuelles de chacun qui ont pu se faire valoir sur le terrain. Et ça a permis de faire la différence, notamment sur le plan offensif et le plan tactique. Et on espère de tout cœur qu'ils garderont cette solidité au milieu de terrain et dans la conservation du ballon lors du match retour à Francfort. Eh bien, moi, je te propose de l'écouter, Dimitri Liénard. Ça a été un très gros match de football. On a vu qu'on avait maîtrisé une première mi-temps où on avait un bon racing, où on s'est créé de belles occasions. Et en deuxième mi-temps, encore une fois, il va falloir qu'on travaille là-dessus. On a failli se faire peur à l'entrée de la deuxième mi-temps pendant 5 minutes, où ils ont une très grosse action à l'image du match de Metz, où on aurait pu tout foutre en l'air. Donc voilà, tout n'a pas été parfait, mais en tout cas, on ne faut pas oublier qu'on joue le demi-finaliste de l'Europa League et qu'on n'a pas pris de but chez nous. Et à choisir, un résultat 1-0, c'est mieux que de gagner 3-1 pour nous, en tout cas. Donc voilà, on est content de notre match, on a été costaud, on n'a pas pris de but. On a fait un match d'homme, c'est ce qu'il fallait faire. Et voilà, on a fait 50% du travail et on s'attend à un match très très compliqué là-bas. Maintenant, tout est possible avec Strasbourg. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Il y a 6 ans, on partait de rien pratiquement. Et ce soir, on est aux portes de l'Europe. Et on aura une deuxième confrontation où il va falloir apprendre à encaisser les coups et à être solidaire. Et voilà, on va vivre 90 minutes d'enfer. Je pense que ce sera un des matchs les plus durs de ma carrière à jouer. Parce que voilà, nous joueurs, on sera 90 minutes de quelque chose d'un rêve. Oui, c'était Dimitri Liénard. Oula, il y a un petit peu de l'arsène un petit peu partout. On va essayer de régler un petit peu tout ça. On va maintenant s'intéresser
à un joueur aussi et qui est passé par le Paris Saint-Germain, c'est Kevin Trapp, qui lui était le gardien du Paris Saint-Germain, pas la saison dernière parce qu'il était prêté justement du côté de Francfort et maintenant il a été transféré du côté du club allemand et justement lui il décrit le match retour et il espère surtout avoir son 12e homme. Mais on sait que bien évidemment le football en Allemagne est très populaire donc il va y avoir beaucoup de monde dans ce stade. On a fait une première mi-temps très très mal pour l'expliquer comme ça. On était conscient, mais on n'était pas à la hauteur. Il nous manquait beaucoup de choses pour faire un bon match, surtout en premier mi-temps. On méritait un but. Mais à la fin, on a perdu 1-0, ça va être très compliqué la semaine prochaine. Mais on est aussi conscient qu'à la maison, on est capable de faire des grandes choses, des miracles. Et ça, on aura besoin de ça. On joue chez nous avec nos supporters, ça va être un gros avantage, ça c'est sûr. Mais on ne peut pas jouer comme on a joué la première mi-temps, ça c'est clair. C'était Kevin Trapp. Juste pour vous donner quelques résultats de ces barrages d'Europa League, avec le FC Astana qui a battu largement le Bate Borisov 3-0. Bon, pas de problème pour le Feyenoord de Rotterdam qui s'impose 3-0. Copenhague 3-1 face à Riga. Trabzonspor a été s'imposer du côté de l'EK Athènes 3-1. Le PSV Eindhoven a battu l'Apollon Limassol, le club chypriote 3-0. On a également la Gantoise qui s'impose 2-1 face à Rijeka. Braga qui s'impose également. Le Celtic Glasgow s'impose aussi. Le Partizan Belgrade s'impose 2-1. Donc les matchs retour à l'Espagnol Barcelone, j'avais oublié. L'Espagnol Barcelone qui s'impose face à Zoria 3-1. Et Wolverhampton qui était s'imposer du côté de Torino 3-2. Et les matchs retour auront lieu les 28 et 29 août. Tout ce qu'on pouvait dire, messieurs, sur cette Europa League, vous avez... Il y a surtout la surprise de l'Arat Armenia qui va peut-être pouvoir se qualifier pour la première fois en phase de poule de Ligue Europa. Donc il me semble que ce serait une première pour le pays. C'est ça. Et bon, avec le FC Riga qui sera aussi à surveiller parce qu'il pourrait également réaliser l'exploit. Mais on pourrait s'attendre à ce que Dudelange refasse une deuxième année face aux grosses écuries européennes. Et on espère de tout cœur que les petits feront de grosses surprises au retour. Et puis on espère, il n'y a que dans le football qu'on peut voir ça souvent, que le petit peut battre le gros. C'est pas forcément toujours vrai en ce qui concerne le handball, le basket, tous les autres sports. C'est pour ça aussi qu'il est l'un des sports les plus populaires. Comme disait un certain professeur en neuropsychologie français, le football te permet de procurer en 90 minutes toutes les émotions que tu peux avoir dans une vie. C'est-à-dire la joie, la tristesse, la frustration, l'euphorie, etc. Donc c'est sûr que le football apporte un message universel et te permet d'avoir toutes sortes d'émotions et de ressentis. Bon, c'était la petite touche philosophique. Merci. On a appris des choses ce soir. C'est ça aussi une émission. On apprend quelques trucs. Et merci beaucoup Arthur. Juste pour vous donner les résultats, on va parler des championnats étrangers avec du côté de l'Allemagne. Après, je sais pas, ça fait beaucoup d'écho. Voilà. Ah, là ça va mieux. Là ça va mieux. C'est parce que j'avais dû monter le son pour que tout le monde nous écoute sur le Facebook Live. Juste pour vous donner les résultats des championnats étrangers en Allemagne, en Bundesliga, c'était donc la deuxième journée. Je vais vous donner tous les résultats. Ça a commencé ce vendredi avec Dortmund qui est allé battre Cologne 3-1. Leipzig, ça c'était le 18 août, on va peut-être pas revenir en arrière. Ensuite les autres résultats, Paderborn qui s'est incliné chez lui face à Fribourg 3-1. Leverkusen qui est allé s'imposer du côté de Düsseldorf 3-1. Augsbourg et l'Union Berlin, 1 but partout. Offenheim a battu le Werder de Brême 3-2. Mayence s'est incliné chez lui face au Borussia Mönchengladbach. Ah, je le dis bien maintenant. Raté. Ah, c'est pas ça ? Mönchengladbach. Comment tu dis ? Mönchengladbach. Mönchen ? Ouais. Attends, c'est pas un U ? C'est un O ? Non ? Au tréma E. Et avec le N. Ah oui, c'est vrai, c'est un tréma. Mönchen. C'est mieux là ? Oui. Ah, c'est bien. Bon, alors c'est bon. Mönchengladbach. C'est bon, tu me corrigeras si je me trompe. Le Bayern Munich est allé s'imposer du côté de Schalke 04, 3-0. Leipzig a battu justement, tu en parlais tout à l'heure, l'Eintracht Francfort 2-1. Et Wolfsburg est allé battre le Hertha Berlin, Wolfsburg de Jérôme Roussillon, qui est allé battre le Hertha Berlin 3-0 au classement. En tête, Dortmund et Leipzig, suivi de Fribourg, Wolfsburg et Leverkusen à 6 points. En bas de tableau, on retrouve 4 équipes à 0 points, Paderborn. On a le Werder de Brême, le FC Cologne et Mayence avec 0 points. Tout ce qu'on peut dire sur le championnat d'Allemagne, messieurs ?
Oh, on peut parler quand même du magnifique but de Youssouf Poulsen face à Francfort qui est... Ah, tu veux déjà déstabiliser Francfort, toi, hein? Ah bah là, la petite reprise de volée qui se faufile entre les jambes de Trapp pour rentrer dans le but, c'était du grand football. Pas pour lui, en tout cas. Oh, il est habitué à faire des boulettes. Bah écoute, on espère qu'il en fera une au moins pour Strasbourg lors du match retour, ça serait pas mal. Ah bah pour la Sociedad, oui. C'est ça. On va maintenant s'intéresser au calcio avec tous les résultats de cette première journée, car le championnat reprenait ce week-end. Avec tout d'abord la Juventus de Turin qui... non, ça c'était... Non, c'est bon, c'est ça. La Juventus de Turin qui s'est imposée 1-0. En plus, j'ai regardé le match, donc je n'aurais pas me tromper. 1-0. Fiorentina qui s'est taquinée chez elle. Fiorentina qui a accueilli... Qui a accueilli qui? Franck Ribéry, Ah oui, qui a signé à la Fiorentina. Et il a été accueilli comme un prince, hein. Mais il y a beaucoup de joueurs d'ailleurs qui finissent à la Fiorentina, hein. Beaucoup de grands joueurs qui ont fini du côté de la Fiorentina. Bon, après, il va être dans une équipe, en tous les cas, qui peut jouer encore quelque chose, qui va jouer encore quelque chose cette saison. Donc ça prouve bien qu'il aurait pu aller au Qatar ou en Arabie Saoudite ou prendre un peu d'argent. Et finalement, bon, il en prend certainement, mais je veux dire, il va dans un club où il peut se mettre aussi encore en danger, hein. Et dis-moi Fred, selon toi, combien de Français depuis le début des années 2000 est allé à la Fiorentina? De Français, bon, je pourrais pas te dire, là. De tête 7. comme ça, je pourrais pas. 7. 7, bah tu vois. Donc tu vois, la Viola, ça a aussi une petite identité avec les Français qui viennent régulièrement dans leur équipe, et ça apporte toujours une petite touche de plaisir et puis de... Ouais, mais c'est vrai qu'il jeu technique. il se met en danger quand même, parce qu'il aurait pu aller, à son âge, aller prendre un bon contrat au Qatar et puis Oui, terminer ou en tranquille MLS, au soleil voilà, oui. devant la mer. C'est quand même bon, tu me diras, c'est pas loin de la mer non plus, mais voilà, il va se mettre quand même en danger, donc je trouve que c'est... bon, ça c'est sympa, en tout cas on regardera ses performances. Donc c'est Naples qui s'est imposé à la Fiorentina 4-3. L'Udinese a battu le Milan AC 1-0. Bergame est allé battre Spal-Ferrara 3-2. La Lazio de Rome a battu Gênes 3-0. Vérone et Bologne 1 but partout. Brescia est allé gagner à Cagliari 1-0. Torino a battu Sassuolo 2-1. Et l'AS Rome et le Genoa 3-2. Au classement, la Lazio de Rome est en tête avec 3 points, hein, c'est la première journée. Et en bas de classement, on retrouve 20e la Sampdoria de Gênes. En Espagne, du côté justement de la Liga, on va regarder ce qui s'est passé. Ce vendredi, Levante avait battu Villarreal 2-1. Le FC Séville est allé battre Grenade 1-0. Osasuna et Eibar 0 partout. Real Madrid a été tenu en échec par Valladolid 1 but partout, un but de Benzema à la 82e minute de jeu. Et ils ont égalisé Valladolid à la 88e. C'était un match assez sympa. Celta Vigo a battu Valence 1-0. Retafe et l'Athletic Bilbao 1 but partout. La Real Sociedad et Majorque, donc c'est la Real Sociedad qui s'impose à Majorque 1-0. Alaves, Espagnol, Barcelone 0 partout. L'Atlético Madrid est allé battre Leganés 1-0. Et FC Barcelone a battu le Betis Séville 5-2 avec un doublé pour Griezmann et un but aussi pour Nabil Fekir. Une petite question pour Alexandre. Nabil Fekir au Betis Séville. Sur le match d'hier soir, j'ai trouvé qu'il avait été très bon. Et je pense qu'il arrivait une fin de cycle à l'Olympique Lyonnais. Et je pense que ça peut être un bon challenge pour lui. Et je pense que son profil de joueur correspond bien au football espagnol. Et j'espère qu'il va s'imposer. Et hier soir, il a mis vraiment un très beau but. Et voilà, j'espère qu'il va faire une bonne saison. Il a l'air en tout cas très affûté. Et voilà, à mon avis, il a fait le bon choix en signant dans ce club. Le choix du Betis, tu penses qu'il est bon par rapport à... Il aurait peut-être pu prétendre à des clubs, parce que l'année dernière, il y avait Liverpool qui était dessus. Bon, il est parti avec son frère, hein, donc est-ce que ça joue pas? Est-ce que les autres clubs ont peut-être pas voulu de son frère et puis finalement ils l'ont pris là-bas, ils l'ont pris? C'est la question que je me posais l'autre jour. Ouais, je pense qu'il était plus scruté par les top clubs européens il y a 1 ou 2 saisons, je crois. Maintenant, l'année dernière, il n'a pas fait une saison extraordinaire. Donc il retrouve un club qui n'est pas parmi les top clubs européens, mais je pense que ça peut être une marche qui peut le conduire justement derrière sur un top club. Oui, puis il peut se faire repérer en Espagne. Hein. Il y a forcément des grands clubs. On va continuer, juste pour vous donner le classement. FC Séville et l'Atlético Madrid en tête avec 6 points. Et en bas de classement, Leganés et le Betis Séville, justement, qui font pour le moment 0 points. Allez, on termine avec la Première Ligue, tout ce qui s'est passé ce week-end avec Liverpool qui a battu Arsenal
3 buts à 1. Crystal Palace qui a battu Manchester United. J'ai regardé ce match avec un but de l'ancien Sochalien Jordan Ayew. West Ham est allé battre Watford 3 buts à 1. Southampton est allé battre Brighton 2 à 0. Il y a beaucoup de victoires à l'extérieur. Leicester City est allé battre Sheffield United 2 buts à 1. Chelsea a battu Norwich City 3 buts à 2. L'Aston Villa a battu Everton 2 à 0. Et ce dimanche, il y avait 3 rencontres avec City qui est allé battre Bournemouth. Bon, là, j'ai toujours du mal. Bournemouth, voilà, je vais y arriver. Il y a des moufles, mais c'est des moufles. Avec Aguero qui signe un doublé. Newcastle est allé battre Tottenham 1 à 0. Et puis Wolverhampton, justement, a fait match nul face à Burnley, 1 but à 0. Newcastle, on peut en parler. Newcastle qui est venu chercher un joueur qui évoluait ici en R1. Je pense que tu as suivi cette info, Alexandre. Oui, j'ai vu. Incroyable quand même. Ouais, incroyable. Bon, après, personnellement, je connais l'intermédiaire dans le transfert et c'est quelqu'un qui travaille sur la région dijonnaise. Donc, je pense qu'il a dû déceler un potentiel chez ce joueur et pouvoir faire l'intermédiaire entre la Côte d'Or et l'Angleterre. Mais c'est un rêve, je pense. C'est un sacré bon quand même. Pour ce joueur-là qui est passé de la R1 à Newcastle. Ouais. Même si dans un premier temps, il va intégrer l'équipe réserve U23. Oui. Mais voilà, c'est incroyable d'intégrer un tel club que Newcastle. Oui, après il a toutes ses chances d'être aussi en première ligue, mais c'est vrai que ça serait un sacré saut quand même, un sacré saut de pas mal de divisions. En tout cas, ça laisse de l'espoir à tous les jeunes joueurs, comme quoi on peut se faire repérer partout. À tout âge. Vas-y Arthur. À noter que surtout son transfert, il a été fait grâce à un programme de détection entre des clubs français et anglais, puisque en fait, il y a un programme de détection qui s'appelle Détection France UK qui permet de faire un stage d'entraînement dans un centre ultra-moderne anglais qui est mis en relation avec d'autres clubs anglais. Ils ont déjà réussi à faire signer pro, je crois, une dizaine de joueurs entre la France et l'Angleterre. Mais en général, c'était des clubs de D2 et D3 et c'est l'un des rares qui a réussi à signer à Newcastle ou des clubs comme ça. Le dernier, c'était Norwich, le plus gros. Donc après, il faut lui espérer que c'est pas un coup de piston comme ça et qu'il aille le plus loin possible. Ouais, faut espérer. Je pense que les clubs anglais, ils doivent quand même un petit peu se renseigner. Newcastle et les Français, on sait que c'est une belle histoire d'amour. Oui, quand même. en plus, c'est une belle histoire d'amour. En tout cas, on espère que pour lui, elle se concrétisera. Difficile à dire. On va remettre tout dans le bon ordre. Donc j'espère forcément pour lui que ça marchera bien du côté de la Première Ligue et peut-être qu'on le reverra du côté de Newcastle. Messieurs, on va fermer cette page championnat étrangère, moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Non ? Bon, il fait très chaud dans le studio. C'est vrai, il y a une chaleur pas possible, je vous le dis. On est à la limite de la saturation. Ça a été une journée très chaude aujourd'hui. Allez, on va passer cette fois-ci à la Ligue 1. Vous avez suivi un petit peu, messieurs, ce qui s'est passé ce week-end en Ligue 1. Bon, c'est une Ligue 1 un petit peu tronquée, parce que plusieurs matchs se joueront cette semaine. À cause du G7, oui. C'est ça. Oh oui, il y a eu quelques belles rencontres quand même. Bon, malgré... il y a quand même une rencontre qui est assez ternie. C'était celle d'Amiens contre Nantes, puisque Amiens était resté à 10 contre 11 pendant plus d'une heure et a subi 25 tirs quand même. C'est ça. On en reparle juste après, j'envoie le jingle. Ouais. Ça marche ? C'est parti pour la Ligue 1, messieurs. Donc on va commencer. Allez, on va commencer par un club que tu suis, Arthur. Puis, qui démarre sa saison un petit peu, pas forcément comme il l'avait fini la saison dernière, mais bon, c'était déjà une saison compliquée. Eh bien, c'est Dijon qui recevait l'équipe de Bordeaux, et finalement, c'est Dijon qui s'incline 2 à 0. Bon, un but, je vais essayer de bien le prononcer, parce que c'est très compliqué. Wang Yu-yo, bon, on va dire c'est comme ça, je sais pas si je me trompe, il me corrigera, mais à la 11e minute de jeu, et un but de Loris Benito à la 47e minute de jeu, à retourner dans la surface de réparation. Non, mais sérieux. Bah écoute, moi j'ai décidé de ne plus prendre d'abonnement déjà pour commencer parce que j'étais vraiment dégoûté de la direction. Il faut pas prendre des abonnements que quand ça gagne, ça va pas. Non, ça faisait 2 ans, voire 3 ans que j'étais abonné, donc à un moment il y avait du beau jeu quand c'était encore Olivier Dalloglio, mais bon, le problème c'est qu'il y a eu la direction et puis la cellule de recrutement. Ou alors faut t'abonner à Brest. Et surtout, tu sais que l'attaquant titulaire de Dijon hier soir, Mama Baldé,
au départ, c'est un défenseur droit quand même. Ils ont perdu beaucoup de joueurs. Hein. Ils ont perdu beaucoup de joueurs, ils n'ont pas recruté, ils font du bricolage et on le voit très bien sur le terrain. L'équipe n'est pas affûtée pour la Ligue 1, voire limite pour la Ligue 2 et ça va être très compliqué cette saison. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est pour ça, peut-être, bon, c'est pas, voilà, Stéphane Jobard fait très bien son travail, mais qu'ils ont pris peut-être un entraîneur un petit peu moins réputé, qui va forcément demander peut-être moins de choses par exemple, un Antoine Comboiré ou quelqu'un un peu plus renommé. Est-ce que ça peut jouer aussi ? Après, je ne pense pas, parce que la plupart du temps, à Dijon, c'est la cellule de recrutement qui prend les décisions et pas forcément l'entraîneur. Non, mais je parlais en termes de moyens, que le président ne veut pas mettre les moyens, il préfère prendre un entraîneur peut-être un petit peu moins huppé, parce que c'est quand même sa première saison en première division, que prendre un Antoine Comboiré, par exemple, quelqu'un qui va demander tout de suite, il va dire moi je viens, mais il me faut ça comme joueur, ça. Après, ça a toujours été dans la philosophie de Dijon de prendre des anciens adjoints et de les propulser en équipe première. Par exemple, Rudy Garcia était adjoint, il a entraîné Dijon en équipe première. Olivier Dalloglio était l'adjoint de Patrice Carteron quand il était l'entraîneur de Dijon, il est devenu entraîneur d'équipe première. Donc Stéphane Jobard, c'est la suite. Donc moi, ça ne me choque pas tellement qu'ils aient décidé de prendre Stéphane Jobard, mais c'est à double tranchant, comme tous les autres. Alexandre ? Stéphane Jobard, je pense qu'il y a eu aussi le choix du cœur de la part du président, parce que c'est quelqu'un qui a tout fait à Dijon, qui a été joueur, qui a été formateur, qui a été entraîneur adjoint, qui a fait beaucoup de choses. Et voilà, je pense que le président avait peut-être pas envie de retrouver un entraîneur extérieur et avait la possibilité de faire revenir Stéphane Jobard, qui avait validé son DEPF et une première expérience d'entraîneur adjoint avec Marseille et Rudy Garcia. Donc oui, maintenant... c'est vrai que le départ de Dalloglio, je pense, a été trop prématuré pour Dijon. Et derrière, il y a eu un coup de poker tenté pour sauver l'équipe. Ça s'est fait miraculeusement sur les barrages. Et c'est vrai que déjà la vision du foot de Comboiré était totalement différente de celle de Dalloglio. Et puis maintenant, c'est Stéphane Jobard qui hérite de l'effectif. Et oui, aujourd'hui, au niveau qualitatif... ça peut être compliqué, même si on le voit qu'il y a eu quand même deux arrières-gauches, je crois, qui viennent de rejoindre l'effectif. Et peut-être qu'il y aura encore une ou deux arrivées, j'espère pour eux, dans les derniers jours du mercato. Parce que là ça risque d'être une saison compliquée, avec les départs quand même de Naïm Sliti et de Wesley Saïd aussi. Wesley Saïd qui a signé à Toulouse, qui était leur meilleur joueur offensif. Oui. Et aujourd'hui, on le voit que c'est très compliqué offensivement. J'étais, moi, présent... au Parc des Sports, c'est le nom du... Le stade Gaston Gérard. Gaston Gérard. Avec Gaston Gérard, j'étais présent contre Saint-Etienne et ça avait été déjà très compliqué. Et j'ai regardé leur match ce week-end et pour l'instant, 3 matchs, 3 défaites. Il y a un gros retard de surtout, moi, ce qui m'imaginait, c'est qu'ils prennent un petit peu les mêmes buts que la saison dernière en défense. Ouais. Parce que le but de Benito, il est quand même énorme, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu les mêmes buts. En fait, on est sur la même philosophie que l'année dernière. La défense prend l'aune, des gros problèmes de placement, et puis ils veulent utiliser absolument des latéraux à vocation offensive, alors qu'ils savent déjà qu'ils ont des lacunes au niveau des défenseurs centraux. Donc ils laissent complètement le champ ouvert et ils se prennent des buts assez facilement dans des contextes facilement lisables. Je pense qu'il faut laisser le mercato se terminer et tirer des conclusions un peu plus tard, parce que voilà, il y a des joueurs qui viennent de quitter le club, d'autres qui viennent d'arriver, peut-être qu'il y en a encore qui vont arriver. Il faut qu'ils se dépêchent là. Je pense que samedi, c'est fini. C'est un petit peu l'inconvénient du mercato en France, c'est qu'il se termine très tard, alors qu'on voit en Angleterre, je crois que c'est le 8 août, tout est terminé. Ouais, c'est ça. Et les équipes peuvent commencer leur championnat en étant tranquilles, tandis qu'en France... il y a encore des équipes en Ligue 1 qui ne savent pas si certains de leurs joueurs vont partir ou s'ils vont pouvoir recruter. Ouais. On pense à Marseille qui est dans l'attente de vendre pour pouvoir recruter. Et Nice. C'est des périodes très compliquées. On voit aussi sur les équipes de Ligue 1 qui descendent en Ligue 2, on voit Guingamp. Guingamp est en train de vendre des joueurs, de recruter, fait jouer des joueurs qui ont envie de partir. Donc leur début de saison est un petit peu tronqué. Et je pense que le mercato devrait se terminer plus tôt. Oui, puis tant que les équipes de Ligue 1 n'ont pas fini leur mercato, ça relance aussi les équipes de Ligue 2 qui sont en attente, parce que les mecs ils veulent jouer en Ligue 1, donc forcément après ils sont obligés de se rabattre sur ce qui reste. Donc ça perturbe tout le monde. Moi je vous propose d'écouter justement Stéphane Jobard, qui lui il est un peu inquiet parce qu'il lui restait plus que 3 attaquants pour ce match et il les a tous mis. On va écouter ce qu'il a dit justement. Et Loris Benito qui est passé par le Benfica. Et vous allez voir, sa passion, c'est d'apprendre les langues.
Ouais, celle-ci, je trouve qu'elle est elle est un peu amère. Autant les deux premières m'avaient laissé des motifs d'espoir. Et là, je suis un peu plus inquiet parce que je trouve que, au-delà effectivement du manque de maîtrise collective qu'on a pu montrer ce soir, je trouve qu'on a manqué d'agressivité individuellement et collectivement. Je trouve que notre entame de match est très terne. Et on a finalement offert le match aux Girondins. Je prends 2 buts encore sur coup de pied arrêté ce soir, un coup de pied arrêté pour nous, et sur corner. Et ça, c'est des critères on va dire déterminants du manque de détermination et d'agressivité. Surtout par défaut, parce que j'ai mis les 3 attaquants que j'avais quasiment qui me restaient dans l'effectif. Donc c'est même plus un choix par rapport à des profils ou par rapport à des gabarits. Après, j'avais 2 jeunes joueurs offensifs sur le banc, petit Ryan Philippe qui a 19 ans et petit Brian Soumaré qui vient de N3. Donc j'avais que l'embarras, j'avais plus le choix, quoi. Donc voilà, donc c'est pas un choix de profil par rapport à la défense, c'est-à-dire qu'on essaie de composer au mieux avec les attaquants qui restaient dans l'effectif. C'est un beau but, c'est vrai, je suis très très content. J'ai reçu beaucoup de messages de mes amis qui sont aussi surpris, mais pour moi la chose la plus importante c'est les 3 points parce qu'on a eu quand même un début de championnat difficile, donc ça nous donne un peu d'air. Bon, je parle le suisse et l'allemand de la maison, je parle espagnol car mes parents sont espagnols, l'italien, l'anglais, le français. Et le portugais, encore non, c'est ça. Il y en a une autre en révision ou pas? Bon, ça fait longtemps que je veux choisir une autre pour apprendre parce que c'est vraiment une passion que j'ai. C'est un peu entre le russe et quelque chose comme ça qui est pas normal, mais pour l'instant je joue au foot. Qui est pas normal et surtout très difficile. Apprendre le russe est quand même assez... C'est bien d'avoir une passion, la passion des langues. Et c'est vrai que dans le football, on sait que les joueurs traversent beaucoup de pays et il faut apprendre à chaque fois la langue. En tout cas, il a déjà un bon bagage, en tout cas linguistique. On va maintenant s'intéresser, justement, t'en parlais tout à l'heure, Arthur, à Amiens. Amiens qui s'est incliné chez lui du côté du stade de la Licorne 2-1. Des buts signés Koulibaly pour l'ouverture du score pour le FC Nantes. Et ensuite, c'est pourtant Zungu qui égalise pour Amiens. Et finalement, c'est Simon à la 84e minute de jeu qui parachève le succès des Nantais 2-1. Un petit mot alors Arthur sur cette rencontre avec Amiens qui a eu beaucoup de frappes. Bah écoute, oui, c'est un match très intéressant parce qu'on a pu voir le 4-4-2 qu'a mis en place Christian Gourcuff qui a apporté de la fraîcheur au niveau offensif. Puis surtout, on a vu quand même Amiens qui a réussi à contenir Nantes durant un bon moment. Ils ont quand même subi 25 tirs sur la rencontre, ce qui n'est quand même pas rien. Et on voit quand même des améliorations dans le jeu, surtout de la part du nouveau coach Elsner à Amiens qui essaie d'apporter ce qu'il a pu entreprendre à l'Union. Et qui parle un français impeccable. Parfait son français. Bah après, il vient de l'Union Saint-Gilloise en Belgique, donc il a pu apprendre dans la Belge Wallin. Oui, mais il n'a pas forcément l'accent, je trouve, et je trouve qu'il parle... Oui, il a grandi aussi à Nice, oui. Bon bah, comme ça... Ceci explique cela, la boucle est bouclée. C'est ça. Mais oui, c'est quand même intéressant de voir Amiens qui arrive à tenir défensivement malgré les départs nombreux qu'il y a eu dans la défense amiénoise. Je pense par exemple à Emile Kraft ou le prêt d'Eric Peters qui n'a pas pu être prolongé. Ça explique peut-être le départ de Christophe Pélissier du côté de Lorient. Alors surtout le départ de Pélissier, il a été provoqué par l'arrivée d'un agent qui était proche du président amiénois en tant que directeur sportif, qui n'a pas plu à Christophe Pélissier, qui a décidé de partir à la fin de son contrat. Ben voilà, au moins c'est clair. On va justement les écouter. Lucas Elsner, qui lui, forcément, il est très en colère. On n'a pas le droit de perdre comme ça, voilà ce qu'il a indiqué. Et Christian Gourcuff, lui, vous allez voir, il aime travailler avec les jeunes joueurs. C'est d'autant plus dur, et c'est là où je nous en veux énormément, c'est qu'on lâche pas après le but, on lâche pas après le carton rouge, on trouve des solutions ensemble pour aller marquer ce but et tenir ce point dans la main, et puis après on relâche un peu. Alors c'était très dur, parce que physiquement on a commencé à vraiment souffrir. Nantes jouait le jeu qu'il fallait, c'est-à-dire des passes courtes, il les répétait sans arrêt, et ça nous faisait beaucoup nous déplacer. Mais il nous manque un truc. Il nous manque un truc pour garder ce point dans la main et le garder serré et pas le donner, et pas le rendre.
Donc il y a énormément de frustration par rapport à ça. Et autant j'ai dit aux joueurs après le match qu'il fallait sortir la tête haute, autant je dis maintenant, quand est-ce qu'on apprend ? Quand est-ce qu'on apprend à d'abord ne pas se mettre dans une situation défavorable et puis après à être compétitif suffisamment pour garder ce point. On avait un point à la 82e ou 83e, on ne peut pas le lâcher. On est tellement tributaire des départs éventuels. Bon, après, mais bon, j'ai pas peur de travailler avec les jeunes, comme j'ai prouvé déjà depuis les 2 derniers matchs. Donc, voilà, après, il faut faire confiance aux gens, travailler dans la durée, et puis ne pas empiler des joueurs, ça sert à rien. Donc il faut des joueurs qui apportent quelque chose, qui soient. Sinon, au lieu de se renforcer, on s'affaiblit. C'est terminé. Eh bien, messieurs, on va passer, si vous voulez bien, au match d'Angers. Angers-Metz. Angers qui a cartonné cette équipe de Metz 3-0. Début signé El Melali à la 4e minute de jeu. Santa Maria, justement, on va en parler juste après. 43e, qui est peut-être en instance de départ. Rachid Alioui, qui est arrivé, lui, de Nîmes cette saison. 67e minute de jeu. La réaction, voilà, on va l'écouter, la réaction de Stéphane Moulin. Je vous propose de l'écouter. Bon, c'est pas du soulagement, mais c'est vrai que quand on a pris une claque comme on l'a prise, ça fait mal. Une claque, ça fait toujours mal et qu'on ne sait jamais comment on va réagir. Alors le groupe a très bien travaillé cette semaine, mais il y a un adversaire qui était coriace, puisqu'il avait quand même démontré jusqu'ici beaucoup de solidité. Et donc c'est de la satisfaction. Satisfaction tout simplement parce que, encore une fois, la réaction a été très bonne. Tout le monde me demandait si on se posait des questions. J'ai dit aux joueurs que c'est pas des questions qu'on devait se poser ce soir, c'est donner des réponses. Et je pense qu'elles ont été données comme il le fallait. Dans la 5e année, et puis... Je sais pas, après on essaye de travailler pour le mieux. Ça je pense finalement on se débrouille pas si mal que ça. Après, vous savez, il y a des forces en présence. Et que les forces en présence, si nous on travaille bien avec les moyens dont on dispose, je ne vois pas pourquoi les clubs qui ont plus de moyens, et ils sont 18, ne travailleraient pas bien eux aussi. Donc ça nous positionne en termes de moyens, voilà, c'est toujours dans cette fourchette-là. Ouais. Après, c'est pas parce qu'on dit ça qu'on n'a pas l'ambition de dépasser nos objectifs. Mais d'abord, je crois qu'il faut garder beaucoup d'humilité parce qu'aujourd'hui, on aurait bonne mine de dire, nous, on a donc le 19e budget et on veut finir dans les 6 premiers. Non, je crois qu'il faut garder raison. Après, rien n'est impossible dans le foot. Rien n'est impossible dans le foot. Bon, comme je disais, moi, j'aime bien cet entraîneur. Je trouve qu'il travaille super bien. Enfin, il travaille au pluriel parce qu'ils sont plusieurs, forcément. Et comme on disait, ils perdent un joueur, mais ils arrivent toujours à le remplacer. Et là, ils vont peut-être perdre Baptiste Santa Maria, mais sans doute qu'ils ont déjà retrouvé son remplaçant. N'est-ce pas, Alexandre ? Ouais, Stéphane Moulin fait du très très bon travail. Et après avoir reçu une claque à Lyon 6-0, il a trouvé les leviers pour renverser la situation et puis battre cette équipe du FC Metz. Donc chapeau à lui. Et dans le recrutement, ils font toujours des bonnes pioches, ils trouvent toujours des solutions. Ils ont pris un joueur de Clermont là, qui est très bon. Et c'est bien ce qu'ils font. Alors, la réaction de Vincent Ognon, lui, il dit simplement « Défaite logique, j'avais dit aux joueurs que ce serait difficile, mais on leur a facilité grandement la tâche. Quand on se plante en début de match comme ça, on ne part pas dans de bonnes dispositions. C'est tout ce qu'on ne voulait pas, car ils sont redoutables en compte. La détermination fait la différence derrière, mais aussi devant, avec un manque de justesse technique dans les 30 derniers mètres. » Tout est dit pour Vincent Ognon. Mais alors, Baptiste Santa Maria, il part ou il part pas ? À l'heure actuelle, je suis ici, donc je me sens bien ici. Après, s'il y a des offres qui se refusent pas, c'est comme je l'ai dit. Mais en attendant, je me sens bien ici, donc pour l'instant, je me vois faire la saison ici. Vous en avez déjà parlé avec le coach, avec le président ? Bien évidemment, ils m'ont dit leur intention, ils voulaient que je reste. Donc forcément, ça me touche. Ça veut dire que mon travail est... Ça veut dire que je travaille bien, donc ils sont contents de moi. Donc voilà, je travaille dans ce sens-là et je veux continuer comme ça. Bon, on verra en tous les cas s'il part ou pas. Un petit avis sur ce joueur, Santa Maria. Très bon joueur, polyvalent, et puis qui peut évoluer à n'importe quel poste au milieu de terrain. Donc c'est un petit peu l'atout qu'on peut avoir dans n'importe quelle équipe et qui pourrait faire du bien à des équipes de Ligue 1 comme de Première Ligue, etc.
Eh bien, on verra en tout cas s'il restera du côté d'Angers ou s'il ira sous d'autres cieux. On passe au match entre Brest et Reims. Brest qui est monté donc cette saison en Ligue 1. Ils étaient bien sûr en Ligue 2 la saison dernière avec Sochaux. Et Brest qui s'impose 1-0. Un but de Gaëtan Charbonnier à la 86e minute de jeu. Un but de l'épaule, mais un but quand même. On va écouter tout de suite la réaction du buteur, Gaëtan Charbonnier. Il dit cela fait du bien, il faut rester humble. Et Xavier Chavalrin du côté de Reims, on a laissé trop la possession à l'adversaire. Charbonnier, buteur heureux, vous l'imaginez ce soir, après notamment on repasse à son pénalty raté la première journée, cette fois-ci c'est au fond, il est satisfait. On le disait, ça fait quasiment 7 ans le dernier but en Ligue 1 de Brest, c'est vous qui le marquez, c'est un symbole face à votre ancien club, qu'est-ce que vous ressentez? C'est bien, tant mieux. Ça fait plaisir, ça fait du bien. On attendait cette première victoire. C'était cohérent nos premiers matchs, même si c'était un peu inconstant. On a fait une première mi-temps un peu difficile et on a fait une deuxième mi-temps avec le visage qui est le nôtre, avec beaucoup d'envie, de la qualité technique. Donc on a été récompensé sur cette deuxième mi-temps. C'est vous qui marquez encore les premiers. Il restait quelques minutes à jouer à la fin, ça a tremblé un petit peu? Non, on connaissait les scénarios des matchs d'avant, donc il restait quelques minutes, il fallait serrer les dents tous ensemble et c'est ce qu'on a fait. Alors du coup, ça fait 5 points en 3 matchs. On est dans les objectifs, largement, là, du club, non? Ouais, c'est bien. Après, faut pas s'enflammer. Il y a encore un match avant la trêve. Donc, faut bien se reposer et bien préparer ce match à Nîmes samedi prochain. Très sérieux, très sérieux. Le rouquin, c'est le surnom, c'est ça? Non, ça c'est pour me chambrer un peu, mais non. On méritait pas mieux que le match nul déjà et on avait un peu de mal à se créer des occasions, à part en première, celle que je négocie mal. Mais on avait bien, le premier mi-temps, on était bien dans le match, on avait la possession du ballon et en deuxième on a peut-être un peu trop reculé. Et on leur a laissé un peu plus la possession et voilà ce qui arrive quand on laisse un peu trop la possession à l'adversaire et on le paye cash sur un de leurs centres. Ça va nous servir de leçon pour la suite, je pense. Non, je pense que c'est un fait de jeu parce que la maturité et l'expérience, on l'a eu l'année dernière. Même avant le match, on se disait qu'il fallait faire attention après avoir fait de bons matchs en début de championnat, qu'il fallait rester concentré et tout. Je pense qu'on l'a bien fait puisque vu la détermination qu'on a mis au début du match, non, je pense que c'est sur un fait de jeu. Voilà. Un centre, deuxième poteau, et eux ils l'ont mis au fond et nous on l'a pas fait en première. Ils l'ont pas fait en première, les Rémois. Oui, finalement, ils repartent avec 0 points. Je vous laisse écouter Mathias Autray, puis après, on va réagir. J'y attache pas d'importance. Je suis pas convaincu que ce soit la bonne solution. Ils font comme ils veulent. S'ils veulent arrêter le match pour ça, ils vont arrêter des matchs tous les week-ends. Ils font comme ils veulent. J'y attache pas d'importance. Tu penses quoi du fait d'essayer de rendre les tribunes moins grossières? Ils n'y arriveront pas. Et on va empêcher des gens de chanter? C'est impossible. Donc après, s'ils veulent arrêter le match, très bien. Ils ont peut-être raison de le faire, j'en sais rien. Mais je suis pas convaincu que ça marche. On peut chanter autre chose. Ils vont chanter autre chose aussi, mais si ça les embête, ils vont continuer. À mon avis, je pense que si c'est au Vélodrome, je suis pas sûr qu'ils puissent arrêter le match, parce que sinon, on va se faire un malin plaisir à continuer. De peu que le résultat soit pas favorable, s'il y a un peu de public, je suis pas convaincu que ce soit la bonne solution de le faire. Après, il me parlait l'arbitre de sanctionner peut-être les clubs. Je sais pas comment ils vont se débrouiller, mais en tout cas, moi, je peux pas empêcher le COP de chanter ce qu'il veut. Je suis pas pour, mais s'ils pouvaient éviter les grossièretés, évidemment, que ce serait bien notamment pour les enfants autour, ce serait top. Mais bon, on changera pas les stades comme ça. Ça va être compliqué, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas quel est votre avis sur la question, mais on revient sur ce qui s'est passé du côté de Nancy, aussi du côté de Rennes, et ce qui se passe en règle générale, on va dire, dans beaucoup de clubs. Il faut l'avouer, quoi. Les grossièretés qui sortent du stade, c'est souvent, hélas. Un petit avis sur la question? Ça sera, oui, comme le disait Autray, une mission hyper difficile de... Rapproche-toi juste un peu du micro, Alex. Une mission très très difficile. Merci. De faire couper ces champs, mais à voir sur du moyen terme, mais je vois, ça risque d'être assez compliqué. On risque d'arrêter souvent les matchs. Ah bah oui, si on entend toujours la même insulte alors que c'était un petit peu, comment dire, sans vouloir défendre les supporters, leur signature pour certains clubs, je parle bien du mot donc surtout pour Paris et Marseille qui se faisaient souvent insulter comme ça. On n'a pas fini d'arrêter les matchs. Par exemple, on a vu avec Sochaux-Nancy, l'arbitre a estimé que c'était pas nécessaire d'arrêter le match, alors que Nancy
où Sochaux, d'ailleurs, avait projuré des injures homophobes, et pour autant, le match a duré 90 minutes sans interruption. Après, c'est la décision de l'arbitre. De toute façon, c'est toujours lui, le maître du jeu. C'est lui qui décide ou pas d'arrêter une rencontre, en tous les cas. On verra comment ça se passera un petit peu plus tard. On va maintenant s'intéresser à Monaco. Monaco qui recevait Nîmes. Monaco mal en point. Et Monaco, pourtant, qui menait 2-0 au 39e et 45e, des buts de Slimani et Ben Yedder, les deux dernières recrues. Et finalement, c'est Philippe Otto, 70e minute de jeu, donc joueur qui était du côté de Lorient il n'y a pas si longtemps. Et Denke, 82e, qui égalise pour cette équipe de Nîmes. On va écouter tout de suite Leonardo Jardim, qui lui est forcément très déçu. Oui, sincèrement, moi je suis déçu. Je n'ai pas regardé beaucoup de côtés positifs, sauf l'attitude des joueurs. Je suis triste parce que troisième match contre un rouge. Autrefois, un rouge, mon opinion, qui n'est pas rouge, parce que si le rouge c'est ça, nous va expulser tous les matchs, va avoir 2-3 expulsions. J'aime contrer le ballon, Loué, adversaire touche le ballon, j'ai regardé la jambe de Loué, nickel, rien, même rien de rien. Ils savent bien que James n'a pas touché Loué et seulement contrôlé le ballon. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. C'est passé en février, première journée, c'est passé autrefois aujourd'hui. Et bien sûr, Aguilar, je crois qu'il peut donner rouge, mais les autres deux non. Et l'équipe est triste comme ça. Et après ça, les problèmes, tout le monde connaît. Les joueurs ici sont essayés de faire la précision. Ils sont incapables de faire les 90 minutes. Et quand tu joues en cette situation avec 10 seulement, c'est toujours plus difficile. C'était Monaco, messieurs, un petit mot sur Monaco. Monaco qui fait comme la saison dernière. À la fois, ils font comme la saison dernière, mais aussi ils payent leurs erreurs de recrutement, parce qu'à vouloir recruter tous les attaquants de l'univers, après, comment tu fais pour arranger ta défense ? Bon, après, il y a Maripane qui arrive d'Alaves pour 18 millions hier, donc en espérant que son association avec Glick permettra d'apporter un peu plus de fraîcheur, mais le problème c'est qu'on voit toujours les mêmes problèmes que l'année dernière. Ce n'est pas au niveau de l'attaque, mais au niveau de la défense qui est encore fébrile, et s'il continue à prendre des rouges à tous les matchs, 3 rouges en 3 matchs, ça va être compliqué de garder un effectif stable et une bonne cohésion tactique. C'est souvent comme ça, quand l'équipe n'est plus vraiment en confiance. Tu prends beaucoup de rouge, beaucoup de jaune. Ça me rappelle Bastia il y a quelques années, quand Cahuzac était encore là, ou Bordeaux quand ils ont failli descendre et qui prenaient des rouges tous les 2 matchs. C'est ça. Petit mot, Alex, sur justement Monaco. J'ai l'impression que la saison dernière de Monaco n'est pas encore terminée, et on a l'impression de revivre un petit peu ce qui s'était passé. Alors pourtant, il y a eu quand même 2 mois de coupure, un mercato, mais on revoit un petit peu le même état d'esprit sur le terrain. Beaucoup de buts encaissés, peu de points pris, des cartons rouges, même si je pense que celui de ce week-end est vraiment illogique, puisque pour moi il y a à peine carton jaune. Donc c'est dommage. Et puis Jardim se trouve confronté aussi à un mercato avec des arrivées et des départs, et c'est très très compliqué à gérer. Et je pense qu'il a, comme le disait Pierre Ménez hier soir sur Canal+, il a géré aussi les cas Glick et Jemerson, des joueurs qui ont été champions de France il y a 2 ans de ça. Et aujourd'hui, c'est des joueurs qui sont, je ne sais pas s'ils sont sur la fin ou pas, mais qui sont dans une situation personnelle très compliquée sur le plan sportif, et il leur fait encore confiance. Et je pense qu'aujourd'hui, il est peut-être temps de tourner la page avec ces joueurs-là, mais au niveau affectif, c'est pas facile à faire. Mais aujourd'hui, Monaco manque de stabilité sur le plan défensif, il manque un état d'esprit à cette équipe, et j'espère que Jardim va vite trouver les solutions, parce que Monaco risque de revivre la même saison que l'année dernière. Ça va être compliqué, en effet. Allez, on va regarder justement juste ce qu'a dit Bernard Blacard. Il a dit « Je ne sais pas si c'est un bon point de prix ou 2 de perdu. Vu le scénario, on va dire que c'est un bon point. Pour les garçons, c'est bien. On sait qu'on sera prêt collectivement plus tard. Il ne faut donc pas qu'on soit trop loin au classement. On aurait pu aussi l'emporter si on avait été efficace en première mi-temps. En début de match, on a été un peu timide, mais on n'a pas été loin de perdre en étant mené 3-0. Pour Monaco, c'est certainement un peu pareil. Jardim l'a dit. On ne sait jamais trop collectivement où on en est. C'était les mots de Bernard Blacard, l'entraîneur de Nîmes. On passe cette fois-ci à Strasbourg. Strasbourg qui avait battu dans la semaine Francfort et qui forcément avait fait le plein de confiance, mais aussi surtout de fatigue. Et c'est finalement Rennes qui va s'imposer dans cette partie avec Clément Grenier qui marque à la 16e minute de jeu
avant que Mbaye Nyang, 54e, ne clôt la victoire justement des hommes de Julien Stéphan. 2-0. Un petit mot sur cette rencontre. Il n'y a pas eu match, en fait. Le Strasbourg a payé son manque de forme physique à cause des tours de barrage qui les ont complètement fatigués. Oui, parce qu'ils ont repris depuis juillet. Oui, ils en sont à leur 3e tour de qualification, donc la fraîcheur manque et puis la rotation n'est pas suffisante. Après, il y a eu aussi le carton rouge qui a pas mal créé de soucis pour les Strasbourgeois et leur forme en championnat ne cesse de baisser. La statistique, c'est que Strasbourg n'a gagné que 2 matchs. Le penalty aussi. Oui. Un penalty, oui. Strasbourg n'a gagné que 2 matchs sur les 19 derniers disputés en Ligue 1 sur les deux saisons communes. Donc c'est quand même alarmant et il faudrait vite retrouver le goût de la victoire et gagner 3 points. Et oui, on verra en tout cas ce que feront justement les Strasbourgeois. Dernier match, c'était le grand format de cette journée, de cette 3e journée. C'était le Paris Saint-Germain qui recevait Toulouse. Bon, ça a été compliqué pour Paris, mais les Parisiens ont quand même réussi à s'imposer 4-0 avec un doublé de Choupo-Moting, 50e minute et 75e minute. Bon, c'est mieux quand il les met au fond que quand il les enlève du but. C'est quand même plus sympa pour Paris en tout cas. Et Goncalves, 55e, le pauvre... pour son premier match en Ligue 1, il va s'en rappeler. Il détourne la balle, le Toulousain, dans ses propres filets. C'est bien dommage pour lui, mais bon, c'est comme ça. C'est des choses qui arrivent. Alors, je vous propose d'écouter, on en parlera après tout de suite, la réaction de Thomas Tourel. Il ne faut pas oublier que dans ce match, quand même, il y a beaucoup de blessés. Neymar s'est blessé, Edinson Cavani s'est blessé, Abdou Diallo s'est blessé aussi. Donc, ça commence à faire beaucoup. Mbappé, oui, s'est blessé dans ce match. Ouais. Neymar ne jouait pas. Voilà. Pas Neymar, j'ai dit quoi? J'ai dit Neymar, non, c'est Edinson Cavani. Oui. Neymar ne jouait pas, oui, c'est vrai. Oui, un mois, comme tu disais, Arthur, pour Mbappé. Voilà, ça commence mal en tout cas. Et Thomas Tourel dit simplement, on va essayer de trouver des solutions suite aux blessés. Et Alain Casanova, il regrette, lui, son équipe a bien tenu 50 minutes, mais il dit on aurait pu faire mieux. Mais on a trouvé des solutions. On a joué très fluide, on a joué avec un rythme plus élevé. Et pour ça, je suis très content parce que la victoire est méritée et la victoire est une conséquence logique de notre jeu et de notre performance. Ça, c'est le plus important. Et l'équipe a fait très bien. Est-ce que vous êtes quand même contrarié forcément par les blessures? Il y avait Abdou qui s'est pas senti bien, Edinson qui s'est plaint, je crois, de l'adducteur, et puis Kylian derrière la cuisse. Est-ce que ça vous contrarie sur ce match-là? Est-ce que ça vous contrarie? Oui, un peu. C'est une chose qu'on n'aime pas parce que c'est trop, c'est grave qu'on manque de joueurs parce que sont trop de joueurs, parce que chaque joueur est trop qui est blessé parce qu'on veut créer une équipe ensemble très serrée, tout le monde là pour avoir une compétition sur les postes et pour jouer. Et maintenant c'est trop aujourd'hui. 3 joueurs blessés dans un match, c'est compliqué, mais on va chercher des solutions. On va chercher des solutions pour cette situation. Je pense que pendant 50 minutes, au moins on a eu le mérite de les faire douter. Je pense que notre plan de jeu a été assez intéressant. Même s'il avait fallu avoir un peu de réussite, même s'il a fallu que Baptiste René soit performant sur la première mi-temps, je pense que en étant un petit peu plus juste sur quelques ballons récupérés, un peu plus fin dans nos prises de décision, un peu plus juste dans nos dernières passes, peut-être qu'on aurait même pu marquer sur la première mi-temps. Mais ensuite une deuxième mi-temps beaucoup plus difficile, où à partir du moment où au bout de 5 minutes vous encaissez le premier but, ça devient très, très difficile. Rapidement vous encaissez un deuxième, et là l'équipe a l'impression que ça va être impossible de revenir au score. On tente de revenir en étant un peu plus haut dans le terrain, en changeant de système, mais on laisse des espaces et ça devient plus dur pour nous. Je pense que le score est dur, le score est sévère par rapport à ces 50 minutes de notre équipe.
Mais c'est le haut niveau, c'est comme ça. Et je suis frustré et déçu pour mes joueurs, mais en même temps, il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, sur lesquelles on va pouvoir travailler. Un avis, messieurs, sur cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et Toulouse, les Parisiens qui ont eu du mal à trouver le chemin des filets quand même, ça a mis un peu de temps. Moi, je retrouve pas le Paris Saint-Germain de la première moitié de saison dernière, clairement. J'ai l'impression que depuis l'élimination contre Manchester, il y a eu une espèce de cassure dans cette équipe. Et j'aurais espéré que la trêve estivale efface un petit peu cette fin de saison chaotique. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on est reparti sur les mêmes bases. Alors, la première journée contre Nîmes, heureusement qu'il y a ce penalty assez sévère avec le retour avec la VAR, et ça débloque un petit peu la situation parce que je ne sais pas comment ça aurait pu tourner. Il y a ce deuxième match à Rennes où ils ont perdu. Et puis là, hier soir, ça a été quand même assez compliqué. Et je ne retrouve pas dans le jeu beaucoup de positifs dans le jeu. Et je suis assez inquiet pour Paris. Après, Toulouse, ils ont bien tenu pendant 50 minutes. Et après, je pense que le premier but, ça leur a donné un petit coup de massue. Et que clairement, après, ils ont lâché. Est-ce que les équipes ne sont peut-être pas forcément mieux armées, mais abordent peut-être le Paris Saint-Germain d'une autre manière cette fois-ci, et puis ils n'hésitent pas à leur rentrer dedans aussi, parce que si tu vas en victime, tu es sûr que face à cette équipe, tu vas manger. Quoi. Et, Thomas Tuchel le dit très bien dans l'équipe d'aujourd'hui, je crois, ou d'hier, que c'est malheureusement Paris qui a montré aux autres qu'il était vulnérable. Alors qu'on se souvient sur la première partie de saison dernière, clairement, ils étaient injouables et les équipes savaient qu'en venant à Paris, ils allaient en prendre une. Et aujourd'hui, les équipes jouent clairement leur chance à fond parce qu'ils sentent qu'il y a de la fébrilité qui s'est installée dans cette équipe. Tant mieux pour le championnat. On va pas s'en plaindre. Bon, Paris s'en plaindra peut-être, mais nous on va pas s'en plaindre parce que ça fait aussi des beaux matchs. Arthur, un petit mot ? Oh non, tout a déjà été dit. Bon, c'est parfait, alors nickel. Bon, juste, je vais vous donner le classement de cette Ligue 1 avec ce qui va se passer. Il y a encore des matchs cette semaine, comme on le disait. Donc, 3e journée, mardi 27 août, il y aura Montpellier-Lyon à partir de 19h. Ce mercredi 28 août, Lille-Saint-Etienne à 19h. Nice-Marseille à partir de 21h. Il y a déjà du monde qui appelle, ils sont chauds les Sochaliens. Et puis, ce vendredi, ça c'est la 4e journée, donc ce vendredi 30 août avec Metz-Paris Saint-Germain à 20h45. On retrouvera à 17h30 Lyon-Bordeaux, Nantes-Montpellier à 20h, Toulouse-Amiens, Angers-Dijon et Nîmes-Brest. Après, donc ça sera pour la 4e journée. Au classement, Rennes est en tête avec 9 points, devant Lyon 6 points. On a aussi également le Paris Saint-Germain 6 points, Nice 6 points. Et en bas de classement, on retrouve Nîmes, Monaco et Dijon. Nîmes, Monaco 1 point et Dijon 20e avec 0 points. On va maintenant passer à la Ligue 2, si plus personne n'a des choses à rajouter sur la Ligue 1. C'est parti.